Lors de l'édition du centenaire des 24 heures du Mans et pendant tout le mois de juin, le musée a accueilli une exposition exceptionnelle réunissant 65 voitures qui ont gagné la course et 21 autres qui ont marqué l'épreuve. La Porsche 917K de 1970, toutes les Audi vainqueurs, la Peugeot 905, les Ford GT40, la McLaren F1, les plus grands noms de cette course étaient là. Jamais dans l'histoire une exposition de ce genre a eu lieu. C'était exceptionnel. Mais pour différentes raisons, elles n'étaient pas toutes présentes. Aujourd'hui, on va voir 5 voitures qui méritaient amplement leur place dans cette exposition. On va essayer de comprendre pourquoi et je vais vous dire également où elles sont aujourd'hui. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, petit aparté, oui, il n'y avait pas la Chenard et Walker qui a remporté la course en 1923 lors de la première édition. Mais ce n'était pas sa faute puisqu'elle devait faire plein de représentations un peu partout pendant la semaine de course. Elle a roulé dans la ville, elle était exposée au village, elle a porté le trophée, bref... Elle n'avait pas sa place dans le musée. Mais si jamais vous voulez la voir, elle est au musée constamment depuis de nombreuses années déjà. Donc c'est assez facile de la voir. Maintenant que cela a été dit, passons au véritable top 5. On va faire dans l'ordre chronologique et commençons par la voiture qui a gagné les 24 heures du Mans 1950, la Talbot Lago T26 GS numéro 5, pilotée par Louis Rosier et Jean-Louis Rosier, son fils. Cette voiture, en plus d'être assez stylée, possède un des records des 24 heures du Mans les plus incroyables, qui sera en plus jamais battu. En effet, Louis Rosier devait vraiment pas faire confiance à son fils, puisqu'il ne l'a laissé rouler que quelques tours. Louis Rosier a piloté pendant 23 heures 15 minutes et 17 secondes. C'est donc le plus grand temps de roulage pour un vainqueur des 24 heures du Mans. Elle a quand même parcouru 256 tours, soit une moyenne de 144 km/h, pendant 23 heures de roulage pour une seule personne. En fait, Louis Rosier, il allait pisser vite fait pendant que son fils roulait, puis il a repris le volant, non. Aujourd'hui, cette voiture est dans une collection privée et je trouve ça vraiment dommage que le possesseur de cette voiture n'ait pas accepté de la mettre dans l'exposition car elle le mérite amplement parce qu'elle possède un des records les plus indétrônables de l'histoire de la course. C'est dommage. On enchaîne avec la voiture qui a gagné les 24 heures du Mans 1953, la Jaguar Type C numéro 18, pilotée par Tony Rolt et Duncan Hamilton. L'édition du 30e anniversaire des 24 heures du Mans opposait les Ferrari aux Jaguar, et c'est grâce à une nouvelle innovation technologique que Jaguar l'emporte finalement, les freins à disque. Et oui, les gars de chez Jaguar sont allés voir leurs copains de chez Lavation pour voir sur quelle technologie ils étaient en train de bosser. Ils ont volé les freins à disque avec, j'imagine, un très beau billet, et les ont implantés directement dans leur nouvelle Jaguar Type C. Le système de freins à disque est donc posé pour la première fois sur une voiture, sur les Jaguars de Type C. Ce système de frein permettait de freiner beaucoup plus fort, beaucoup plus efficacement, et donc beaucoup plus tard que toutes les autres voitures de la grille. C'était un gain de performance énorme. Les 3 Jaguars officiels finissent première, deuxième et quatrième de cette édition, et c'est en partie grâce à cette technologie. D'ailleurs, aujourd'hui, aucune voiture de série ne possède pas de frein à disque. Et la première d'entre elles, c'est la Citroën DS. Et c'était en 1955, 2 ans après la Jaguar Type C. Cette voiture est aujourd'hui dans une collection privée, et c'est vraiment dommage, car elle montre vraiment que Le Mans est un vecteur de l'amélioration technologique des voitures. C'est dommage. Après, il y avait aussi une Jaguar Type D, donc ça aurait peut-être fait répétition, mais ça aurait été fou de voir celle de 1953. Dommage. Pour la troisième voiture, on va avancer dans le temps jusqu'en 1971. On va parler d'une de mes voitures préférées du Mans et aussi une des préférées de tous les fans de 24 heures du Mans. On va parler de la Porsche 917-20 numéro 23 du Martini Racing, pilotée par Reinhold Jost et Willy Kausen, la Porsche Pink Pig. S'il y avait une seule livrée à retenir de l'histoire des 24 heures du Mans, c'est cette découpe de cochon que l'on retrouve dans toutes les charcuteries du monde, avec en plus le nom des pièces de cochon écrites en allemand dessus. Ce projet dessiné par le laiton Anatole Lapin était de base une blague. Car les Allemands aiment se moquer des Autrichiens. C'est un peu la relation que les Français ont avec les Belges. Et c'était une famille d'Autrichiens qui dirigeait Porsche, et pour se moquer, le Martini Racing a fait cette livrée. La voiture est en plus de ça un travail aérodynamique important par rapport aux autres 917. La voiture roulait en 5e place du général en 71, mais a dû abandonner dans la nuit. Elle restera quand même la favorite des fans cette année-là, et pour lui rendre hommage en 2018, pour fêter les 70 ans de la marque Porsche, la 911 numéro 92 reprenait ses couleurs roses. C'est d'ailleurs la voiture qui a remporté la catégorie LMGTE Pro cette année-là, et l'hommage est donc bien rendu. Aujourd'hui, cette voiture est au musée Porsche à Stuttgart, et au vu de nombre de voitures que ce musée a donné pour l'exposition, il fallait faire certains choix. Je sais pas si vous étiez présent pendant l'exposition, mais il y avait 3 Porsche 917 au musée. Il y avait celles qu'on gagnait en 70 et en 71, plus celle de l'écurie John Wyer de la livrée Gulf. Et il y avait un petit trou entre ces 3 voitures qui laissait pile poil la place pour la Porsche cochon. Je trouvais ça extrêmement frustrant. 4e voiture du top, et on va encore une fois parler d'une Porsche. Enfin, à moitié.
Et oui, pour la quatrième voiture, on va parler de l'une, si ce n'est la plus grosse arnaque réglementaire de l'histoire des 24 heures du Mans, la Dauer Porsche 962 GT-LM. Et surtout de la voiture du Le Mans Porsche Team numéro 36 pilotée par Hurley Haywood, Yannick Dalmas et Mauro Baldi, voiture vainqueur de l'édition 1994. Pour comprendre c'est quoi le concept, il faut un peu de contexte. En 1992 et 1993, les 24 heures du Mans vivent une période assez sombre avec des plateaux minuscules et un manque d'attractivité. Je vous envoie vers ces vidéos excellentes de la chaîne Le Circuit pour comprendre pourquoi. C'est alors que l'ACO décide de faire revenir la catégorie GT aux 24 heures du Mans pour attirer un peu plus de monde. La règle était simple, il suffisait que d'un seul exemplaire homologué pour la route pour engager cette voiture dans la catégorie GT1. Et c'est en 1993 que le petit constructeur Dauer a eu l'idée de reprendre une voiture de course, lui ajouter 3 airbags, un siège en cuir et des clignotants pour en faire une voiture de tous les jours, la Dauer 962 Le Mans. Cette voiture est tirée de la Porsche 962C, voiture ayant tout raflé pendant les 24 heures du Mans 1986 et 1987, et qui en plus est la petite sœur de la Porsche 956 qui a tout raflé lors des éditions de 82 à 85. Bref, l'une des voitures les plus dominantes de l'histoire de la course automobile. C'est ainsi que le Le Mans Porsche Team engage 2 Dauer Porsche 962 GT-LM pour les 24 heures du Mans en catégorie GT, mais contre des prototypes aussi. Lors des qualifications, ces deux voitures se qualifient en 5e et 7e place, à 2 secondes de la pole faite par un prototype et avec presque 20 secondes d'avance sur la 3e GT. À la fin de la course, les deux Dauer Porsche finissent 1re et 3e, signant la 13e victoire de Porsche dans la Sarthe. La 3e GT, la mieux classée, est à 37 tours de la voiture vainqueur. En même temps, c'est pas vraiment une GT, c'est une voiture de groupe C modifiée pour la route, puis remis en voiture de course. Mais oui, cette voiture est la preuve qu'il est important de bien lire un règlement avant d'homologuer une voiture, car il existe toujours des petites arnaques à faire, et ça l'a montré. Et pour finir, j'avoue que celle-là c'est plus pour la blague que pour le succès qu'elle a eu. En effet, l'une des chouchoutes de l'édition 2023, c'était la NASCAR. Cette voiture 100% américaine en a fait rêver plus d'un lors du centenaire, moi compris, mais cette voiture ne comptait pas pour la course. Elle était une Garage 56, le nom que l'on donne au projet innovant pour les 24 heures du Mans. On a déjà eu dans l'histoire 5 voitures inscrites dans cette catégorie, et la première date de 2012. C'est d'ailleurs nommé Garage 56 parce qu'à l'époque, il n'y avait que 56 voitures qui pouvaient y participer. Et la voiture que j'aurais aimé revoir, c'est la toute première du lot en 2012, la Delta Wing LM12. Lors du début des années 2010, certaines personnes voulaient changer le sport automobile. Et Ben Bowlby, un très grand ingénieur automobile, a proposé un design pour devenir la nouvelle génération d'IndyCar. Mais n'a pas été pris parce que c'est assez moche. Mais derrière ce design très futuriste en forme de fusée, c'est une sacrée révolution, car elle n'avait quasiment aucune résistance à l'air. Et avec 2 fois moins de poids, 2 fois moins de puissance et 2 fois moins d'essence dépensée par rapport aux autres prototypes, la voiture était assez performante. Elle se rapprochait à peu près du temps des LMP2. C'est assez révolutionnaire. Nissan prend en charge le projet et réussit à l'amener pour les 24 heures du Mans. Avec son design, elle détonnait vraiment avec le reste du plateau. Mais à 21 h après une safety car, la voiture se fait sortir par la Toyota de Kazuki Nakajima et l'aventure se finit. Je me souviens de l'avoir vue en vrai, c'était vraiment incroyable. Je n'ai pas réussi à savoir où elle était aujourd'hui cette voiture. Après, elle était accidentée, donc ça m'étonnerait pas qu'elle soit à la casse finalement. Après, j'imagine qu'il y en ait au moins une dans le musée de Nissan officiel, mais ça reste à trouver. Mais j'aurais kiffé la revoir. Voilà les 5 voitures que j'aurais aimé voir dans cette exposition. Après, se plaindre de ça, c'est comme si je me plaignais qu'il manquait un bidet dans une énorme villa. Je me moque un peu du monde en fait. Parce que ce qui est sûr, c'est que cette exposition était bien légendaire et qu'on a eu la chance de la voir. Des voitures légendaires, certaines bien abîmées, bien sales aussi, marquées par la course de 24 heures. Bref, c'était fou. Par contre, pour la 100e édition, je veux toutes les voitures qui ont gagné la course. Les 100. Et vous, qu'est-ce que vous auriez aimé voir comme voiture et est-ce que vous êtes allé voir cette exposition aussi? Dites-le moi dans les commentaires et à très vite.